fait partie des personnalités congolaises qui auraient été espionnées par le Rwanda via le logiciel Pegasus. Son histoire avec Joseph Kabila se conjugue désormais au passé. L'Union sacrée est un autre terrain où il compte faire ses preuves dans la sphère politique congolaise. Qu'est-ce qu'il pense des confessions religieuses et du processus de désignation des prochains membres de la CENI? Quelle est son opinion sur la loi Tchani qui verrouille un peu l'accès à la fonction du président de la République? L'interview exclusive, c'est avec Lambert Mende. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours président de Convention de Congolais Unis. Oui, toujours président de la Convention des Congolais Unis et du regroupement politique Alliance de la CCU et alliés au Parlement. Toujours PCA de la ligne maritime congolaise. C'est normal, vous avez adhéré à l'Union sacrée. Mais ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée. J'ai été présenté au président Tshisekedi par le président Kabila au moment où le FCC, le cash existait encore. Je le rappelle. Mais d'autres comme vous sont dans le collimateur parce qu'ils ont refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Ils sont en train de perdre leur poste petit à petit. Pas tous. C'est un problème de gestion, je crois. Il faut laisser les ministres gérer les secteurs qui sont les leurs. Je ne pense pas que tous sont mis à l'index parce qu'ils n'ont pas adhéré à l'Union sacrée. Je pense que c'est un problème de gestion qu'il faut situer à ce niveau-là. Il n'y a pas une chasse à la sorcière non. De la part de l'actuel pouvoir. Il veut vraiment essayer de faire du nettoyage pour essayer de caser les siens dans les différents... parce qu'il n'y a pas que de reproches dans ces entreprises-là où on veut faire partir tout le monde. Il n'y a pas de reproches, c'est vous qui le dites. Hein, il n'y a pas que des reproches, il y a aussi... Les syndicats se sont levés, il y a quand même eu pas mal de bruit autour de de la gestion de ces entreprises qui ont entraîné des décisions qui ont été prises. L'inspection générale des finances est passée aussi par là et il a produit des rapports qui ont été exploités par la justice ou par le gouvernement et le président de la République. Du côté de la ligne maritime ou des lignes maritimes congolaises, tout se passe plutôt bien. La gestion, elle est orthodoxe, elle est transparente. On n'a rien à reprocher à l'actuel comité de gestion. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu des rapports faisant état de tension en ce qui concerne la gestion des lignes maritimes congolaises. Bien au contraire, nous avons eu à enregistrer une lettre d'appréciation de la délégation syndicale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous sommes une entreprise où les salaires sont payés à date. Ce n'est pas évidemment une grosse boîte comme nos collègues de la Société des Transports et des Ports. Nous avons moins de L'ex-Onatra. Nous avons moins de 1000 employés, c'est peut-être cela. Et l'encadrement des moyens financiers de l'entreprise se fait plutôt à la satisfaction de tout le monde, du moins jusqu'à présent. Du moins jusqu'à présent, en commençant cette émission, je dis, est-ce que devons-nous conjuguer votre relation avec Joseph Kabila au passé? Vous savez, non, je ne pense pas qu'il faille parler de la sorte. En politique, il ne faut jamais dire jamais. Personnellement, je suis la synthèse de 3 écoles politiques. La première école, c'est celle d'un nationalisme et d'un souverainisme plutôt intransigeant, celle de Patrice Emery Lumumba, que mon père m'a inculqué depuis l'enfance. La deuxième école, c'est celle d'un patriotisme intransigeant que j'ai pu acquérir avec Mzee Laurent Désiré Kabila et dont Joseph Kabila est le fidèle continuateur. Et il y a une troisième école qui est intervenue entre les deux, c'est celle de la culture des textes. Qu'en travaillant avec le docteur Étienne Tshisekedi, j'ai pu acquérir. Et donc, vous savez, je suis un mélange de tout cela. Je ne prétends pas inventer la roue, mais tout cela me permet de lire les faits politiques et les idées politiques à l'aune de ces 3 écoles idéologiques. Et de rebondir au bon moment, au bon endroit pour être à la bonne place. Bon moment, bon endroit, non. C'est-à-dire, je considère ce qui est bon pour parce que ces 3 écoles
à mon avis, leur synthèse constitue ce dont ce pays a besoin aujourd'hui. Nous devons absolument être des nationalistes, nous devons être des souverainistes parce que nous sommes un État indépendant depuis les années 60, mais nous devons aussi pratiquer un patriotisme intransigeant parce que nous sommes au cœur de 1000 convoitises dans cette région d'Afrique centrale et même dans cette région du monde avec toutes les potentialités économiques que nous avons sous les pieds. Et en même temps, nous devons pratiquer la culture des textes, c'est-à-dire nous donner des schémas de fonctionnement de l'appareil d'État et nous y conformer, ce que Étienne Tshisekedi nous a appris. Vous n'avez pas plus retrouvé ça dans Joseph Kabila, voilà pourquoi vous avez décidé de partir. Ni le patriotisme, ni le nationalisme, ni la culture de texte. Il y a eu un problème avec l'entourage du président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila lui-même, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être s'il y a un reproche à lui faire, c'était peut-être de s'être mal entouré. Et moi-même, j'ai été victime de cet entourage à maintes reprises. Mais vous faisiez partie de son entourage. J'en ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. Je vous donne simplement une anecdote. Au cours des dernières élections législatives, mon regroupement politique s'en est sorti avec 17 députés et, in fine, on m'a proclamé avec 7 autres. C'est-à-dire que je n'ai que 8 députés à cause de cet entourage du président Joseph Kabila. Donc vous faisiez partie. Donc vous faisiez partie, Lambert Mende. Bien sûr, ça laisse des traces. Mais de quel entourage vous parlez? Parce que vous étiez dans l'entourage de Kabila. Et vous parlez de quel entourage? Je ne parle pas de moi, naturellement. Mais je n'étais pas le seul dans son entourage. Il y a eu effectivement un problème de casting à son niveau. Il avait raison quand il disait qu'il n'avait pas 15 hommes. Hélas. Même vous, vous comptez pas parmi les 15 hommes. Vous croyez qu'ils m'auraient gardé 12 ans comme ministre si je ne faisais pas partie de la minorité des 15? Je ne pense pas. Très récemment également, on a entendu un cadre du FCC, notamment d'un parti qui est au FCC, le PPRD, dire effectivement, il a été victime aussi, là je parle du professeur Théophile Bemba, il aurait été victime de ce dont vous venez de parler, qu'il aurait été élu, mais au final, il y a certains caciques de ce regroupement politique qui n'ont pas voulu qu'il soit proclamé. C'était ça le climat qui est régné au sein du FCC et exacerbé quand même par le silence de Joseph Kabila qui nous disait non. Je comprends l'amertume que suscite de telles situations où l'on veut créer un monde, où l'on veut devenir pratiquement calife à la place du calife, et le fait que le président Kabila ait laissé faire n'a pas porté chance à la structure dont il était le porteur. Peut-être que je peux me limiter là. On parle, quelqu'un a écrit avant pourquoi j'ai choisi Kabila, vous comptez écrire pourquoi vous avez quitté Kabila? Non, je ne l'ai pas quitté parce que vous vous souvenez bien qu'au cours de ma rencontre avec le président Félix Tshisekedi, après laquelle j'ai décidé de poser la question à mon regroupement politique d'adhérer à l'Union sacrée pour la nation, une des conditions que j'avais mises, c'est que le président Kabila soit considéré avec le plus grand respect. Donc, vous dites que j'ai quitté, non, je continue à imaginer, à rêver un moment où ces deux personnalités pourraient refaire jonction dans l'intérêt de notre pays. Voire à travailler pour qu'ils refassent une jonction. Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes FCC, Union Sacrée, on ne sait plus comment. Nous disons ex-FCC. Ex-FCC au sein de l'Union Sacrée. Parle-nous un peu de l'Union Sacrée. Comment ça se passe? Il n'y a pas les mêmes velléités que vous avez eues au sein de votre méga regroupement FCC. Comment ça se passe au sein de... Bon, il faut dire que c'est tellement récent la création de l'Union Sacrée pour pouvoir établir maintenant un bilan qui vaille la peine. Je pense que c'est une plateforme qui est en train de se structurer. Il faut lui donner le temps de se mettre en place. Le FCC, nous avons eu le temps de le voir, se mouvoir avec ses à côté pas toujours reluisants, mais l'Union Sacrée, c'est une affaire de quelques mois en politique, c'est infinitésimal. Attendons encore un peu. Attendons, mais vous embarquez dans cette union sacrée sans le texte. Vous nous parliez tout à l'heure de la culture des textes. L'union sacrée n'a pas de texte. Mais le texte est en train d'être rédigé. Vous savez, ce n'est pas... On met la charrue avant le bœuf. Ce n'est pas une génération spontanée. Oui, il y a des urgences qui peuvent amener à ce que la charrue soit mise avant les bœufs. C'est tout à fait normal en politique. Les événements précèdent souvent leur structuration.
C'est pas la priorité, avoir le texte. Ah non, il faut d'abord aller au-devant de la gestion des priorités, c'est-à-dire des événements que l'homme crée, répondre aux faits qui se développent et leur donner un cadre dans lequel on peut piloter la machine. Qu'est-ce qu'on fait avec la gestion des ambitions? Ça, c'est la gestion des priorités, oui. La gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée. Je crois qu'à mon avis, il faut débattre de ces ambitions. Il faut éviter des réactions passionnelles. Il faut éviter de réagir comme des boules de nerfs, comme je le vois dans beaucoup de milieux, même au sein de l'Union sacrée. Surtout, maintenant, c'est plus au sein de l'Union sacrée. Parce qu'il y a une confusion entre la controverse tactique, c'est-à-dire quelle démarche adopter pour aller d'un point A vers un point B, par rapport à des contradictions stratégiques qui ont trait à l'objectif final que l'on veut atteindre. Lorsqu'on ne parvient pas à faire la part des choses entre la tactique et la stratégie, il y a effectivement cette impression de désordre qui ne peut que faire du tort. Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à personne. À un membre particulier d'ensemble. C'est un principe. Et c'est ce principe-là qui ne guide pas certains membres, certains regroupements membres de l'Union sacrée. Malheureusement, il faut vraiment qu'ils fassent l'effort de se surpasser et de mettre la stratégie, c'est-à-dire les objectifs, c'est-à-dire la nation, au devant de tout. Mais ces objectifs-là ne sont pas définis. Voilà pourquoi on reviendra toujours avec le texte. Nous sommes en train de les définir. Mais maintenant, là, il y a d'un côté la gestion des priorités, la gestion des ambitions, il y a des objectifs. Ça navigue à vue au sein de l'Union sacrée. Mais il faut une approche discursive, hein. Il faut éviter les approches pas trop passionnelles, les faits boules de nerfs. Il faut vraiment une approche discursive, voir exactement vers où l'on va. Et il n'y a que le débat qui peut permettre d'arriver à mettre les points de vue, les rapprocher les uns des autres et trouver une solution qui vaille la peine dans l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que ce débat, justement, a eu lieu au sein de l'Union sacrée? Est-ce que vous Absolument, débattez? ça oui, je peux le dire. La dernière réunion, c'était quand? Vous débattez en quel format? Réunion ou nous avons vous débattu, vous rendez à l'Union africaine? Il y a à peine 4 jours, nous avons débattu à la Maison des parlementaires pour savoir comment nous allions organiser notre représentation à la Commission électorale nationale indépendante. Là, vous parlez du FCC, Union sacrée. Oui, mais c'est l'Union sacrée. Une partie de l'Union sacrée, oui. Je vous dirais que l'ex-FCC représente la plus grande partie, la première force au sein de l'Union sacrée de la nation. Et donc, ce sont des choses qui doivent peser dans l'organisation de l'Union sacrée de la nation. Mais actuellement, ça pèse pas. On reparle justement, vous êtes réunis, ex-FCC au sein de l'Union sacrée. Oui. Vous êtes réunis pour essayer de désigner votre délégué à la CENI. Vous êtes plus de 250 partis politiques. 250 députés. Députés. Oui. Mais vous aurez droit à un seul délégué comme le MLC. Vous avez appris quoi? Le fait que nous ayons accepté cela vous démontre la force prégnante du débat. Que vous ameniez 250 députés à accepter d'être ravalés au même niveau que 17 députés, cela ne procède pas d'un miracle. Il a fallu convaincre les 250 députés d'accepter cette formule. Ils en ont été convaincus et il n'y a pas eu d'étincelle. Nous l'avons accepté et nous sommes en train de le mettre en pratique. On rappelle aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, que vous avez été à la tête de la commission chargée de traiter les dossiers des candidatures au sein justement du FCC. FCC, de l'ex-FCC, mais comprenez que ça va être un peu dur parce qu'on sait, ça va être compliqué. On revient à cet FCC-là. Donc, vous faites facilement des concessions maintenant. C'est-à-dire que vous ne pesez pas autant. Oh, ça n'a pas été aussi facile que cela. Et dire qu'on ne pèse pas autant, je ne comprends pas. Le poids politique se trouve ailleurs. Comment ça? On se rappelle de la majorité populaire et la majorité créée. Donc, le poids politique actuellement se trouve ailleurs. Élisez un député égal à un autre député. Le poids politique d'un député est égal au poids politique d'un autre député. Nous sommes tous le fruit d'une élection. Et je ne pense pas qu'un seul des 500 députés pense qu'il est plus important qu'un autre. Je ne le pense pas. On est tous des élus
légitime de la nation. Personne n'a été nommé parce qu'il n'y a pas de catégorie de députés nommés comme dans certains pays. Tous sont élus, tous ont la même conception de ce qu'ils représentent comme élus légitimes du peuple, mais tous sont prêts à faire des concessions sur les intérêts qui leur paraissent légitimes par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. À revoir leurs ambitions à la baisse, sur fond de beaucoup de promesses. Il ne faut pas leur faire le reproche de se sacrifier pour l'intérêt supérieur de la nation. Loin s'en faut. Il faut plutôt les encourager et s'en féliciter. On dit, on parle des concessions, mais il y a souvent des contreparties. On peut parler de beaucoup de promesses qu'aurait formulées l'actuel pouvoir ou l'actuel président, certains députés. On a vu l'affaire Jeep, on a vu l'affaire au niveau des gestions des entreprises publiques. Tout cela, c'est pas des concessions qui sont faites à la Nous n'avons pas rencontré le président de la République. C'est une affaire qui s'est passée entre nous, députés nationaux. Le président de la République est une institution en lui-même. Nous avons discuté de cette question de la répartition des sièges au sein de la Commission électorale nationale indépendante entre députés. Et la compétence du chef de l'État en cette matière est une compétence liée. Ce sont les noms que les différentes composantes, société civile, majorité au sein de l'Assemblée, opposition au sein de l'Assemblée, lui amèneront que le président pourra promulguer par une ordonnance présidentielle. Donc, en cette matière-là, je ne pense pas qu'il faille calomnier le président et lui faire porter un péché qu'il n'a pas commis. On va pas entrer dans les détails de ce qu'a été vos échanges au sein de l'ex-FCC Union Sacrée par rapport à cette désignation. Votre prochain délégué viendra d'où? De l'extérieur, de l'intérieur, de l'Assemblée? Vous pensez que c'est une personne qui pourra faire en sorte que cette CENI soit réellement indépendante, comme tous le souhaitent? La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous nous sommes mis d'accord sur un nom qui va être présenté à la commission paritaire majorité-opposition qui sera constituée pour examiner les candidatures parce qu'il y a encore une étape d'harmonisation. Vous savez que la loi exige que toutes les provinces, que les provinces soient représentées par une seule personnalité. Est-ce que l'opposition enverra quelqu'un d'une même province que celui que nous avons présenté? Est-ce que cette personne qui viendra de la même province que celui que nous avons présenté éventuellement aura une carte de visite beaucoup plus lourde que notre candidat ou vice-versa? C'est encore un débat qui aura lieu au niveau de la commission paritaire. Donc il est un peu tôt pour pouvoir tirer un peu les marcs de café et dire qui sera in fine choisi comme délégué de telle ou telle autre structure. Si tel est le cas, on nous renverra l'ascenseur pour que nous puissions désigner une autre personne. Au sein de l'Union Sacrée, Ensemble dit « je n'enverrai pas de délégué ». Au niveau de l'opposition, le FCC qui est resté fidèle à Joseph Kabila disent la même chose. Pareil pour la Mouka, une autre partie de la Mouka. Ça y est, l'appareil s'est grippé, quoi. Non, je ne pense pas qu'il faille parler d'un appareil grippé. Je pense que ce sont des mauvaises habitudes que nous avons héritées de longues années où nous avons laissé nos affaires être conduites par des influenceurs. Souvent, ils n'ont rien à voir avec soit les institutions, soit même notre pays. Il y a des groupes et des hommes d'influence étrangers qui agissent parfois au travers de nous. Il faut en finir avec tout cela. Parce qu'in fine, il va falloir avoir une commission électorale nationale indépendante qui fonctionne. On ne peut pas en même temps exiger que l'on respecte les délais et faire traîner les choses au point qu'ils deviennent impossibles de respecter les délais parce que ceux qui exigent qu'on respecte les délais ne respectent pas eux-mêmes ces délais et ne parviennent pas à se mettre d'accord. Donc je ne doute pas que, à un moment donné, une majorité se dégagera au Parlement, peut-être pour dire qu'on mette en fonction ceux qui pourront présenter les noms de leurs candidats et que ceux qui traînent les pieds
puisse venir se joindre à eux un peu plus tard. Mais ça Un passage en force. Ça m'engage personnellement. Un passage en force, vous êtes partisan d'un passage en force. On y va avec ceux qui sont prêts et quitte à ce que les autres viennent nous... C'est parce que nous ne désignerons pas les personnes qui devront représenter les composantes auxquelles nous n'appartenons pas. Mais nous ne pouvons pas aussi laisser le pays être pris en otage par les mauvaises habitudes que les uns et les autres, dont les uns et les autres ne parviennent pas à se débarrasser. Nous leur laisserons le temps de se décider, mais la machine doit absolument, à notre avis, être mise en branle. Qu'y a-t-il de mal à demander un consensus? Mais le consensus, nous y sommes arrivés, pourquoi les autres ne peuvent pas y arriver? À 250, nous y sommes arrivés, pourquoi les gens qui ne sont pas aussi nombreux ne parviennent pas à y arriver? C'est une question qu'ils doivent se poser à eux-mêmes. Mais vous, en tant qu'un, vous êtes politique, on prend les cas des confessions religieuses, on a vu comment ça se passait ou comment ça se passe, cette forme de saga des confessions religieuses, une répétition encore de l'histoire parce que ça se passe toujours comme ça. On fait comment? Je suis moi-même un peu perturbé par ce spectacle que nous donnent les confessions religieuses qui n'ont jamais eu de cesse de nous donner des leçons de moralité, jamais eu de cesse de nous donner des leçons de prophétisme et qui paraissent incapables à 8 de dégager un consensus, de dégager même une majorité à défaut de consensus, puisque c'est ça la loi. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Or, il me semble que nous avons là des pères spirituels dont l'exemple ne me semble pas être adopté pour autant que l'on veuille faire avancer ce pays. On dit il faut un consensus, et à défaut de consensus, il faut se prononcer démocratiquement. La démocratie n'a jamais été, peut-être est-ce une mauvaise chose, mais c'est la moins mauvaise d'entre les autres possibilités, puisque l'autre possibilité, c'est d'imposer le choix peut-être d'une minorité, ce qui ne pourrait être accepté ni par nous, ni par personne d'autre. Il faudrait peut-être écarter, certaines voix se disent 3 cycles et on a eu 3 cycles ici dans ce pays, les mêmes choses se répètent, devons-nous continuer à faire confiance à ces confessions religieuses ou qu'il faille passer outre? Ce n'est pas à nous à faire confiance ou à ne pas faire confiance. Il nous appartient maintenant d'exécuter une loi de la République qui s'impose à nous. On ne peut pas, on n'exécute pas une loi parce qu'elle vous plaît. On exécute une loi parce que telle est la volonté du souverain primaire. Et donc le peuple a décidé, les représentants du peuple, que nous sommes, la représentation nationale, a décidé que la Commission électorale nationale indépendante se met en place dans ces conditions-là, que vous le vouliez ou non, que vous y trouviez votre compte ou non, vous devez faire l'effort de vous soumettre. Il appartient aux individus de se soumettre à la nation ou au plus grand nombre que le contraire. Je pense que c'est ça qu'il faut tenir en compte. Un dialogue est envisageable quand même. Je ne pense pas que là où la loi a déjà déterminé les tenants et les aboutissants de la méthodologie du choix de ceux qui doivent siéger à la commission électorale indépendante, nous puissions la contourner au profit de ce que vous appelez dialogue. La loi, on l'applique. On ne négocie pas l'application. Oh, si c'était ça, on allait avoir des élections en 2016, mais vous savez qu'on a eu un glissement aussi. C'est-à-dire, des marges, des manœuvres existent, surtout en politique, mais si on veut vraiment avoir des bonnes élections, si on a cette volonté. On est parvenu quand même à avoir des élections que les gens continuent à contester. L'unanimité, c'est quelque chose de, je dirais, rare. C'est une denrée tellement rare, voire même impossible, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où la conscience politique ne s'est pas encore totalement cristallisée. Il faut accepter de travailler démocratiquement, tout simplement. Donc on peut déjà s'attendre à ce qu'on ait des contestations avant même l'organisation des élections. Donc on a déjà des élections contestées avant même qu'elles n'aient eu lieu. Je ne sais pas si... C'est ça la particularité un peu de la RTC. Je ne sais pas si même si nous avions la possibilité de ressusciter dans 100 ans ou dans 200 ans, nous aurions la possibilité d'arriver à une élection sans contestation. Sinon, pourquoi est-ce qu'on met en place
le système de contentieux électoral, même dans des pays de vieille démocratie comme les États-Unis, la France, d'autres, j'en passe, et des meilleurs. Partout, il y aura toujours des contestations. L'essentiel, c'est que ces contestations soient traitées conformément à la loi sur le contentieux électoral. Oh, Il ne faut pas dramatiser ces choses-là. Je parlais tout à l'heure de la répétition de l'histoire. On sent une tension, surtout avec l'Église catholique qui a été prise à partie en marge de ce processus de désignation. On signale ça et là des attaques de l'archidiocèse de Kinshasa, de la résidence du cardinal Ambongo, certains même à l'intérieur du pays. On se dit, mais c'est du déjà vu à un certain moment avec Kabila. On a vu des gens s'attaquer. Je voudrais condamner de la manière la plus ferme les attaques physiques ou même des agressions verbales vis-à-vis de qui que ce soit. C'est pas parce que le cardinal Ambongo est un prince de l'Église que je m'exprime ainsi. On ne peut pas agresser quelqu'un parce qu'il a un point de vue différent. Il faut accepter qu'il ait son point de vue et il faut rencontrer son point de vue dans le cadre d'un débat civilisé pour soit en démontrer le caractère dangereux ou le caractère faux de ses idées, plutôt que de vouloir lui imposer par la force ou par la crainte les idées qui sont les vôtres. Cela a toujours été mon point de vue personnel, que ce soit à l'époque ou maintenant. Mais c'est du déjà vu, c'est comme si on tournait en rond. C'est les mêmes choses. Peut-être les acteurs changent. Il faut que nous les trucs, il faut qu'on parvienne à guérir de ces pratiques-là. En quoi faisons justement? En changeant toute la classe politique. D'autant plus que ce sont quasiment les mêmes qui sont là depuis 2 décennies, 3 décennies. C'est vous montrer à quel point la gestion des hommes n'est pas quelque chose qui procède de la génération spontanée. Ce sont des évolutions qui doivent prendre du temps pour pouvoir s'incruster dans nos façons de faire. Et il faut que le débat puisse nous aider à rapprocher les points de vue et à réduire autant que possible ces types de comportements. Le débat aujourd'hui, c'est également la loi qu'on appelle maintenant la loi Tchani. Et est-ce qu'abusivement, on peut dire la loi sur la congolité? Ou c'est une manière abusive de présenter cette loi? Oui, parler de loi sur la congolité, c'est abusif, à mon point de vue. Je pense qu'il s'agit d'une loi qui protège l'accès à certaines fonctions régaliennes. Je trouve que les fonctions qui sont reprises dans cette loi sont trop nombreuses. Personnellement, je recommanderais que l'on puisse délimiter, que cette loi ne puisse protéger que l'accès à la fonction suprême. La seule fonction qui, en République démocratique du Congo, corresponde à une personne qui est en elle-même une institution, le président de la République, mais pas tous les autres. Mais ce sont des choses qu'on peut discuter au Parlement. Mais j'estime qu'il est légitime qu'un parlementaire ou qu'un citoyen lambda, un citoyen congolais, puisse trouver normal que dans un pays qui fait l'objet d'autant de convoitises de la part d'autres pays, il puisse être érigé une disposition légale qui protège l'accès à une fonction décisionnelle aussi importante que celle du président de la République, qui est en même temps une institution, afin d'éviter que des personnes, non pas à loyauté douteuse, mais à loyauté partagée, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, puissent venir mettre le pays en danger. Il y a des exemples historiques. Nous avons vu ce qui s'est passé au Pérou avec un président qui avait une loyauté partagée entre le Japon et le Pérou, qui a commis des actes jugés répréhensibles au Pérou et qui a trouvé refuge au Japon. C'est-à-dire que, entre les intérêts des deux pays, il a choisi les intérêts du pays de son père, je pense. Nous avons un autre exemple plus récent, en 2017, avec le Liban, dont on a vu le Premier ministre, M. Saad Hariri, qui avait une double nationalité, saoudienne et libanaise, allait démissionner alors qu'il était le Premier ministre, qui était la fonction régalienne importante au Liban, allait démissionner à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, en mission officielle, parce que les Saoudiens lui ont demandé de démissionner, ce qui a mis le Liban en difficulté. Donc, qu'il y ait des Congolais qui voudraient mettre le Congo à l'abri de telles
difficultés, c'est tout à fait normal. Et en tout état de cause, on ne peut pas empêcher le Parlement d'en débattre. Pensez à la loi Mina Poussatata, pensez à cette loi, il y a une jurisprudence. J'ai lu qu'on ne peut même pas en débattre. Moi, je ne suis pas de ceux qui voulaient qu'on ne débatte pas de la loi Mina Poussatata. Mais on a la preuve qu'il y a certaines lois qui ne peuvent pas être débattues. C'est une erreur, ce n'est pas la preuve. Donc il y a le président de la République qui peut dire... C'était une mauvaise façon de penser. Donc, à mon avis, c'était une mauvaise façon de penser. Toute loi mérite d'être débattue. Il faut qu'on fasse confiance à la représentation nationale. C'est pas des idiots qu'on envoie au Parlement. Ce sont des hommes de raison qui peuvent peser le pour et le contre en ce qui concerne l'intérêt national. Et donc, ce projet de loi concernant le verrouillage de l'accès à certaines fonctions régaliennes me paraît tout à fait discutable. Et on l'a vu aux États-Unis, on le voit aux États-Unis, la fonction présidentielle est réservée exclusivement à des personnes nées sur le territoire américain. On ne doit pas faire du copier-coller, on a notre histoire, en réalité, tantôt on peut adapter. Il faut faire du copier-coller, tantôt on nous dit qu'il ne faut pas faire du copier-coller. Nous devons faire ce qui est bon pour nous. Nous sommes un pays convoité, il est normal que nous cherchions à défendre ce qui est à nous. On a beau nous dire que cette loi est impersonnelle, ça ne vise personne, mais les gens sont pas dupes. Hein. On sait que c'est une loi taillée sur mesure pour exclure quelqu'un. C'est un point de vue, il y en a d'autres. Il y a des gens qui estiment qu'il faut défendre l'intérêt national contre la possibilité que des personnalités à loyauté partagée, comme ce fut le cas au Pérou, comme ce fut le cas au Liban, puissent venir mettre en danger les intérêts nationaux. C'est mon point de vue. D'autres députés peuvent avoir un autre point de vue. Le choc de ces idées va faire jaillir une loi qui sera adoptée démocratiquement, c'est-à-dire à la majorité des députés. Mais empêcher les députés, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, d'en débattre, ça, jamais je n'accepterai. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'histoire vous donne un peu raison. Là, je fais allusion. Vous avez, porte-parole du gouvernement, toujours dit que quelqu'un comme Katumbi n'était pas congolais, il détenait un passeport italien, et qu'aujourd'hui, certains commencent à revenir à la charge pour dire il n'est pas congolais, il peut même pas penser à briguer la fonction de président de la République. Vous dites, mais tiens, j'avais raison. Je n'ai jamais dit cela. Je pense que si Katumbi a eu des problèmes, ce n'est pas avec moi. C'est peut-être avec la Commission électorale nationale indépendante, dont je ne faisais pas partie. C'est peut-être avec la Cour constitutionnelle, dont je n'ai jamais fait partie. Katumbi est congolais, à ma connaissance, il détient un passeport congolais. Mais le problème ici, c'est un problème de verrouillage de l'accès à des fonctions présidentielles par rapport à des personnes, même des compatriotes, qui ont une loyauté partagée. C'est tout ce que nous disons. Il faut que ce soit impersonnel. Ça n'a rien à voir avec M. Katumbi, de mon point de vue. Rien à voir avec, mais quand le président de l'Assemblée nationale parle quand même des personnes à qui on a donné la nationalité ou qui ont acquis la nationalité, je me rappelle de ce discours-là qui a été tenu récemment, c'est une façon d'exclure et de dire qu'il y a des Congolais purs de souche et des Congolais qui ne peuvent pas bénéficier d'un certain droit. C'est un peu discriminatoire aussi. Et vous ne pensez pas qu'on peut demander à des Congolais naturalisés de faire preuve quand même de loyauté envers leur pays d'accueil et de respect? Est-ce que le président Mbosso s'est écarté d'une logique tout à fait normale, d'une attente tout à fait légitime de la part des Congolais, de demander aux Congolais, qu'ils soient d'origine ou de naturalisation, de faire preuve d'un certain respect vis-à-vis de la nation, de laisser leurs compatriotes discuter des problèmes et de chercher, plutôt que de chercher à empêcher les Congolais de réfléchir à leur devenir? Parce que c'est quand même, excusez du peu, c'est quand même excessif que un Congolais, qu'il soit d'origine ou même naturalisé, puisse prétendre empêcher la représentation nationale congolaise de réfléchir à un problème qui concerne l'organisation de la société congolaise. C'est pas une remise en cause. Je pense que c'est de ça que le président Mbosso a parlé. De la loi Tchani, une remise en cause quand même de l'accord de Sun City, une remise en cause de... Moi j'étais à Sun City, rien à Sun City n'a dit que nous pouvions exposer les intérêts nationaux au tout venant
à des personnes à loyauté partagée, comme on dit, pas loyauté douteuse. Il peut y avoir des Congolais qui ont la binationalité et qui peuvent faire des choses très importantes pour le pays, mieux même que des Congolais de souche. On l'a vu aux États-Unis. Je pense que les États-Unis n'ont pas eu beaucoup de secrétaires d'État de la valeur de Henry Kissinger, mais jamais les Américains n'ont accepté qu'Henry Kissinger devienne président des États-Unis, tout simplement parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, parce que telle est la loi. C'est comme ça que les Américains ont arrangé leur loi électorale. Pourquoi on veut empêcher les Congolais d'organiser ou de réfléchir à une loi électorale qui protégerait leur pays de toutes ces convoitises? Ça n'a rien à voir avec la valeur. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la valeur des individus, parce que je ne doute pas qu'un Américain aujourd'hui puisse mettre en doute les qualités du docteur Henry Kissinger ou les qualités de Madame l'autre secrétaire d'État Madeleine Albright, qui n'est pas née aux États-Unis, mais qui était une excellente secrétaire d'État. Aucun Américain ne mettra en doute ses qualités ni le service qu'elle a rendu aux États-Unis, mais jamais par l'application de cette loi de jus soli, elle ne sera candidate aux élections présidentielles. Et là, on ne parle pas d'exclusion ou quoi. Pourquoi seulement ici au Congo, ça devient une exclusion? Donc, en gros, certains ils disent avec cette loi, il faut être regardant avec qui on doit se marier, avec qui, je veux dire, passez-moi l'expression, on doit faire des enfants si on veut un jour que votre fils ou fille accède, on se dit. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Ok. Moi, j'ai des enfants qui sont binationaux, puisque ma femme n'est pas congolaise. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir de manière tout à fait rationnelle. Je sais qu'avec si cette loi venait, les enfants ne pourront pas briguer le poste de président de la République. Et ça vous dérange pas? Mais pourquoi ça me dérangerait? Parce que l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation passe au-dessus de mes intérêts à moi. Si je suis capable de faire abstraction de mes intérêts, je peux même me sacrifier moi-même. Je peux sacrifier mes enfants, pourquoi pas? Si mon enfant veut, il peut être Premier ministre, il peut être ministre, mais président de la République, dans la mesure où il aura peut-être un jour à choisir s'il y a un conflit entre ce pays qui est le mien, donc le pays de son père, et le pays de sa mère, il aura des problèmes. Je le protégerai aussi en le mettant à l'abri d'un tel choix cornélien. Vous savez ce que l'exemple du Liban que j'ai donné, M. Saad Hariri s'est retrouvé en mission officielle au pays de sa mère. Le roi saoudien lui dit démissionne et il démissionne. Il choisit le pays de sa mère. Aujourd'hui le Liban ne s'en est jamais remis. Donc il faut voir l'intérêt supérieur de la nation qui est au-dessus de nos intérêts particuliers. Le jour où les gens comprendront cela, je pense que nous aurons fait un bond en avant. J'aurais bien continué la suite. Si vous avez eu à parler avec vos enfants, ils vous ont dit, mais papa, vous nous lâchez. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je viens de passer quelques jours avec eux en Belgique. Ils m'approuvent totalement. Non, papa, vous avez raison. Je sais qu'ils n'aiment pas trop vraiment le pays. Hein, je ne pense pas que tout le monde veut être président de la République. Il y en a qu'un peut-être par génération. Un président de la République, il y en a que la génération étant de 15 ans, on a 3 présidents par génération. Vous croyez que tout le monde va devenir président de la République? On peut faire beaucoup de choses sans être président de la République. Mais la fonction présidentielle au Congo est porteuse de telles responsabilités au niveau sécuritaire, au niveau économique. Le Congo aujourd'hui est l'objet de telles convoitises de la part de tellement de pays, non seulement autour du Congo, mais même en dehors du continent africain, qu'il faut des mesures de protection. Ça, je le dis, et j'ai partagé cela avec mes enfants, et ils m'ont approuvé. On va très bientôt terminer. Vous avez été cité, je l'ai dit au début de cette émission, vous avez été espionné, Lambert Mende espionné. C'est extrêmement désagréable. Vous y attendez, on vous aurait dit un jour que vous serez espionné, vous l'aurez cru. Extrêmement désagréable. Et je voudrais ici demander, de la manière la plus formelle, au gouvernement de mon pays, la République démocratique du Congo, de suivre cette affaire qui ne me concerne pas individuellement. C'est un problème de principe. Qu'un pays étranger se permette d'entrer dans
les réseaux de communication, dans un droit aussi fondamental que le droit à la vie privée des personnes qui ont une responsabilité. J'étais ministre à ce moment-là. On parle aussi d'un président en tout cas, le PCA, congolais, d'un ancien député qui est devenu gouverneur par la suite. Je pense qu'il faut protester, il faut enquêter et il faut trouver des voies et moyens d'empêcher que ceci ne se répète. Parce qu'on commence par des ministres, demain ce sera peut-être le chef de l'État. Ah, en France, on parle de Macron qui a été aussi espionné. Donc le gouvernement doit prendre ceci très au sérieux. Très au sérieux, mais à votre avis, vous dites pourquoi moi, vous vous êtes posé la question, il y avait autant de ministres, pourquoi c'est Lambert Mende qui devait, ou qui a fait l'objet de cet espionnage? Peut-être qu'ayant été porte-parole du gouvernement pendant si longtemps, on me créditait d'une relation particulière avec le président de la République et qu'on pensait que je pouvais, dans mes échanges téléphoniques avec le président de la République, avoir des informations sur les intentions de celui-ci en ce qui concerne notamment les élections qui allaient venir en 2018. Mais même ça, cela relève de ma vie privée. On ne peut pas faire ces choses-là. Et pourquoi est-ce que les intentions du président doivent concerner un pays étranger? Ce sont des problèmes congolais. Il faut qu'on apprenne à laisser les Congolais résoudre leurs problèmes. Vous voyez là le danger de cette convoitise dont le pays, qui s'appelle République démocratique du Congo, fait l'objet et pour lequel la loi dont vous venez de parler doit absolument, à mon avis, être d'actualité pour que nous puissions nous protéger contre ceux qui convoitent ce que nous sommes. Mais si c'est vraiment les gens de l'intérieur, nés de père et de mère, qui recourent au service de ces étrangers pour espionner leurs frères, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, à ce moment-là, il faut que des sanctions soient prises. Qu'est-ce que vous comptez faire? Globalement, en France, on a vu, il y a des procès, mais vous, et on vous a vu très récemment lors des sanctions que vous ont été imposées, vous avez déployé des avocats pour qu'on puisse vous rétablir de vos droits. Et là, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Je n'ai pas pris des avocats à titre personnel. C'est le gouvernement congolais qui a engagé un cabinet bruxellois, fort expert d'ailleurs, dont je salue l'expertise, et qui est arrivé à démontrer que je n'avais rien à me reprocher au point de subir les foudres d'une structure qui s'appelle le Conseil européen. C'est aussi le président Félix Tshisekedi qui, au cours de sa première visite en Belgique, a posé le problème sur la table en demandant que ces sanctions soient retirées pour toutes les personnes concernées. Bon, cela a commencé avec moi et avec un autre haut fonctionnaire qui travaille dans les services de la présidence. J'espère de tout mon cœur que cela va continuer avec tous les autres parce que le Conseil européen n'a pas à nous sanctionner. Si sanctions il y a, c'est au regard des lois qui sont en vigueur dans notre pays et par la justice congolaise ou par les Nations Unies, pas par le Conseil européen, parce que le Congo n'appartient pas à l'Union européenne. Très rapidement, on va terminer. Vous revenez de l'Odja, Lambert Mende, quel triomphe! Vous n'avez rien perdu de votre aura. J'ai fait 2 ans sans aller chez nous. J'ai entendu des gens qui croyaient que c'en était fini de ma carrière, parce que j'avais fait 2 ans sans y aller. J'avais mes raisons personnelles. Ce que moi je peux, chèque, hein, ce que moi je peux, entre autres. Oui, ce que moi je peux tirer comme enseignement de cela, je vais le prendre d'un axiome de ma sagesse culturelle tétéla. On dit chez moi, au Torah vous l'avocat. Je vais traduire ça. C'est un axiome qui veut dire, il ne suffit pas de vouloir la fin d'une personne pour qu'elle se termine. Il ne suffit pas de vouloir la fin d'une carrière politique pour que cette carrière se termine. En d'autres mots, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et bien tué. Donc, cela démontre que le sort ou la destinée d'un individu n'appartient à personne. La destinée d'un homme politique n'appartient pas à un autre homme politique, surtout qu'il y a la jalousie qui s'y mêle. La destinée d'un homme politique appartient à son peuple et la destinée d'un élu appartient à sa base. Donc ils ont vu que je n'ai rien perdu de mon aura parce que j'ai perdu une élection indirecte de 25 personnes à Lusambo. Moi j'ai été élu par presque 60 000 personnes et ces personnes continuent à me porter
Et ils l'ont démontré à l'occasion de ces vacances parlementaires. Ce qui fait dire à certains, Lambert Mende a plus de vie qu'un chat en politique. Vous rebondissez toujours sur vos pattes. Je ne suis jamais mort pour revivre. Donc, c'est eux qui se sont trompés en croyant que j'étais mort parce que les députés provinciaux s'étaient laissés corrompre. Hein, parce qu'une élection indirecte, ce n'est pas une élection directe. D'où le combat que je vais mener maintenant au Parlement pour que l'élection de gouverneur se fasse maintenant au suffrage universel direct. C'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus conforme à la réalité, à mon point de vue. Très rapidement, votre réaction ou votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé là-bas, toujours pas de gouvernement. 2 ans après, 3 ans après, vous bloquez. Vous voulez pas, certains disent Lambert Mende ne veut pas faire de concessions, il instrumentalise, il tire des ficelles. Je ne sais pas si celui qui est là est une marionnette dont je tirerai les ficelles. Je vous rappelle tout de même que c'était mon adversaire en 2019. C'est lui qui m'a battu à l'élection. Donc, ça aurait été la marionnette dont je tirerai les ficelles. S'il est incapable lui-même de gouverner, je pense qu'il doit assumer son incapacité et qu'on cesse de croire que moi je tire les ficelles. Qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Un gouverneur qui n'a pas pu, 2 ans après son élection, présenter son projet, son programme de gouvernement comme la loi le lui oblige. Je pense, excusez du peu, c'est le seul cas que l'on connaisse en République démocratique du Congo. Il y a là un problème qu'il faut que le gouvernement central et le président de la République s'efforcent de résoudre maintenant pour donner à cette province qui est en train de connaître les bas-fonds, de renouer avec une certaine capacité à émerger, à se développer. Mais moi, je ne serai plus jamais candidat au gouvernement provincial dans ces conditions-là. En tout cas, pas dans cette législature. Ah, au moins ça rassure ceux voilà, qui s'attendaient. Mais dans ces conditions, difficile de construire Lumumba-Ville, hein. Écoutez, quand on est incapable même de présenter un programme de gouvernement, parce que la loi exige qu'avant d'entrer en fonction, on présente un programme de gouvernement. Et les députés provinciaux m'ont expliqué que ça fait 2 ans et demi qu'ils attendent ce programme du gouvernement. Il y a quand même un problème, hein, conceptuel, fondamental. Et les députés provinciaux se rendent compte qu'ils se sont trompés et qu'ils ont donné leur voix à quelqu'un qui ne méritait pas de gouverner leur province. Maintenant, ils doivent trouver quelqu'un d'autre. Ça ne sera certainement pas moi. Moi, je ne leur demanderai plus jamais leur suffrage à ce niveau-là. Mais il est clair qu'ils doivent trouver quelqu'un d'autre. Lumumba-Ville, on en fait quoi? On a 6 mois, parce que le président a parlé de rapatriement des reliques. On fait comment? Il faudra un minimum. Il faudra que le président trouve le moyen de voir avec le gouvernement central comment aménager le site pour que l'on puisse lancer cette opération d'hommage à Patrice Emery Lumumba, qui est le plus grand des Congolais, qui est celui qui a porté notre indépendance sur son dos, qui a fait couler son sang pour que nous soyons indépendants. Nous devons l'honorer. Nous ne pouvons pas sacrifier ce moment mémoriel à cause de l'incompétence d'un gouverneur. Je pense que le gouvernement central peut prendre les choses en main, travailler avec les nouvelles autorités municipales que le président a désignées à Lumumba-Ville et organiser quelque chose un minimum pour accueillir cette relique ou ces reliques de Patrice Lumumba afin que les cérémonies se déroulent correctement. Comment voyez-vous l'avenir du pays d'ici à 2023? Mais le pays se porte tant bien que mal. La guerre est en train d'être résorbée grâce aux mesures fortes que le président a prises de proclamer l'état de siège, que nous renouvelons de manière régulière. On aurait fait ça du temps de Kabila, on serait loin, hein. Nous recevons des rapports plutôt encourageants du terrain, du front. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une génération spontanée, comme j'ai l'habitude de le dire, mais on fait reculer les murs de l'insécurité, c'est déjà quelque chose. Et surtout, mettons le pays à l'abri des convoitises. Parce que tout part de là. On vous dira souvent, on ne peut pas parler d'une loi comme celle dont nous avons
passer du temps à parler ici, parce qu'il y a insécurité, il faut d'abord s'occuper de l'insécurité. On n'a pas à perdre du temps à parler de la loi sur la nationalité de celui qui va être président de la République, parce qu'il y a des choses plus importantes. Mais moi, la question que je pose, c'est quelle est l'étiologie de cette insécurité? Quelles en sont les causes? Les causes, c'est la convoitise que suscite ce qu'est le Congo. La cause, c'est ce que nous avons sous les pieds comme potentialité. Alors, vouloir mettre en place une organisation institutionnelle susceptible de protéger ces potentialités en mettant à l'abri le pays de ses convoitises, c'est quelque chose qui doit être considéré comme prioritaire. L'avenir d'ici à 2023, radieux, compliqué, indécis? Rien de ce qui se fait sous le soleil n'est miraculeux. Tout dépend de la volonté que nous allons mettre à résoudre les problèmes qui ne vont pas cesser de surgir. Même si nous résolvions ce problème-là, ceux auxquels vous faites allusion, il y en aura d'autres qui vont surgir. Mais la question est de savoir quel est le degré de force spirituelle, quel est le degré de compénétration entre le président de la République, le gouvernement, le Parlement, la population, pour avoir la volonté d'affronter ces problèmes et de les résoudre dans un esprit de convivialité citoyenne. Merci d'avoir été de nôtre. En tout cas, on vous remercie pour cette interview exclusive que vous nous avez accordée. On remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui vont nous suivre sur les différentes plateformes et les différents médias traditionnels. On se dit au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de cette toute nouvelle émission, de cette interview exclusive. À très bientôt.